Aujourd'hui, on reçoit Eva Keaya, qui est professeure à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université de McGill et co-directrice de site du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, donc le CRIR à l'hôpital juif de réadaptation chez nous, et Nancy Azevedo, qui est coordonnatrice du CRIR à la JR. Je vous les laisse vous présenter à propos des aides à la communication en cas d'aphasie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci de nous accueillir et merci à tous les participants. Peut-être il y a des orthophonistes parmi vous ou autres professionnels de la santé. Alors aujourd'hui, nous parlons justement des aides techniques à la communication, le vécu et les souhaits des personnes aphasiques et de leurs proches. Prochain diapo. Alors, tout comme les personnes ayant des difficultés à se déplacer ont besoin d'une aide à la mobilité, les personnes ayant des difficultés à communiquer ont également besoin d'une aide pour communiquer. L'aphasie, c'est une difficulté du langage qui peut apparaître à la suite d'un événement neurologique, par exemple un accident cérébrovasculaire. Elle peut inclure des difficultés à s'exprimer et ou à comprendre le langage oral ou écrit. Il y a différents syndromes à l'intérieur de la grande parapluie d'aphasie, de l'aphasie, et aussi différents degrés de sévérité. Les personnes ayant une aphasie ont conséquemment de la difficulté à communiquer avec les autres. Et une des symptômes les plus marquants dans l'aphasie, c'est le manque du mot ou anomie, qui est le symptôme le plus commun. Alors la personne a de la difficulté à accéder aux mots qu'elle cherche. Et pour nous, pour vous et pour nous, chaque fois qu'on cherche un mot et on ne le trouve pas, nous savons très bien combien ceci peut être frustrant. Alors, les impacts de l'aphasie et du manque du mot. Certainement, on a une diminution des échanges avec l'entourage. Alors, les proches cherchent moins à échanger avec la personne aphasique. La personne aphasique ne communique pas autant avec son entourage. Certainement, il y a un impact négatif sur la participation sociale et la personne peut moins contribuer aux échanges avec ses amis et ainsi perd contact avec eux. On a aussi une diminution de la qualité de vie. Par exemple, la personne aphasique peut sentir l'isolement social, la réduction des activités qui ont un effet négatif sur sa qualité de vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et comment est-ce qu'on peut aider la personne aphasique? Alors, étant donné que le manque de mots des personnes aphasiques et les difficultés de communication sont si prévalentes, on dirait, et c'est certain que les orthophonistes disent aussi, que les personnes aphasiques pourraient bénéficier d'aide à la communication, aide à la communication de base ou haute technologie. Ici, nous avons quelques petits exemples d'aide à la communication, de haute technologie, par exemple des logiciels ou applications comme Proloquo for Text, Predictable Communicator 5, qui permettent d'écrire un message qui est ensuite lu par une voix synthétisée. Il existe aussi des logiciels ou applications comme Talk Tablet, Proloquo to Go, Grid Player ou Go Talk Now qui permettent de toucher un pictogramme pour exprimer son idée. Et le texte est ensuite lu par une voix synthétisée. On s'excuse auprès des orthophonistes, je suis certaine que ce que nous mentionnons maintenant est probablement très basic.
Mais certainement, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine du langage et de la communication, ça vous donne une petite idée. Alors, il existe des aides à la communication, mais malgré l'utilité de ces aides à la communication, l'expérience clinique, et on dirait aussi l'expérience des personnes aphasiques, suggère que leur utilisation est limitée à un ou quelques contextes. L'utilisation requiert de bonnes habiletés en langage écrit, qui sont parfois atteintes chez les personnes aphasiques. On le sait bien ça. Le processus d'apprentissage est souvent long et ardu, et la programmation est longue aussi pour les orthophonistes. Alors, bien que de nombreuses demandes aphasiques aient accès à des aides techniques, et il y a des aides techniques et aides à la communication qui sont couvertes par le ministère, plusieurs personnes ne les utilisent pas. Ou en fait, ils sont offerts des aides à la communication et les refusent. Ceci n'est pas quelque chose d'étrange. J'apprends qu'il y a plusieurs aides, différentes aides techniques qui sont dans les tiroirs ou peut-être dans les placards, et ça inclut aussi des aides à la communication. Alors la question survient, qu'est-ce qu'on peut faire? Concevoir et créer une nouvelle application d'aide à la communication intelligente est quelque chose qu'on aimerait ou on aimerait vraiment y arriver. Comment est-ce qu'on peut le faire? Seulement en partenariat. Et là, vous voyez un peu notre équipe. Les personnes aphasiques, les orthophonistes, les cliniciens, les chercheurs, les proches et aussi l'industrie, une équipe de technologie. Et ici, nous avons l'équipe de IBM Human Center Innovation. Alors, nous avons décidé, on a créé cette équipe et on a commencé à travailler avec eux. Mais avant de faire ça, et étant donné qu'on parlait de plus en plus de l'intelligence artificielle et la portée que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur la conception, soit d'applications, soit d'aide à la communication, nous avons décidé de faire une étude de portée, ou scoping review, portant sur l'intelligence artificielle et la réadaptation de l'aphasie. Alors, nous avons suivi le cadre de ARC-C Anomaly et nous avons cherché des mots-clés, nous avons créé une stratégie pour chercher les articles sur les bases de données que vous voyez ici, Medline, PsycInfo, Embase, CINAHL, Google Scholar et Cochrane Review. L'idée était de voir qu'est-ce qui se fait, où est-ce que l'intelligence artificielle rejoigne la réadaptation et l'aphasie. Alors, je passe à travers plusieurs étapes qu'on n'a pas le temps de mentionner, mais je vous donne quelques conclusions. Alors, une des choses que les articles cherchaient à trouver est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire un dépistage ou pour identifier quel type d'aphasie, le type d'aphasie. Et comme vous voyez, sur le premier point, quel que soit le type d'approche IA, parce qu'il y a différents types d'approches, les modèles qui ont été utilisés étaient capables de différencier le syndrome aphasique avec un niveau de précision quand même élevé. La question clé arrive quand on commence à chercher comment est-ce que le IA peut nous aider en réadaptation ou peut-être intervention. Alors, bien que des progrès significatifs soient nécessaires avant que l'IA puisse
être intégrée dans la rééducation de l'aphasie. Elle a néanmoins le potentiel d'être un composant central de nouveaux dispositifs ou applications d'aide à la communication et d'être incorporée dans des méthodes innovantes d'évaluation et de thérapie dans l'aphasie. Cependant, pour une transition vers la clinique, les nouvelles technologies ou interventions utilisant l'IA devront être évaluées pour déterminer leur efficacité et leur acceptation par les orthophonistes et les personnes atteintes d'aphasie. J'ajouterai ici et leurs proches aussi. Alors, travaillant toujours en partenariat, on a vu ce que la littérature nous dit sur l'utilisation de l'IA, mais ce que nous voulions comprendre, et ça c'était vraiment central dans notre étude, et quelle est l'expérience et le vécu de la personne aphasique. Alors, on voulait mieux comprendre les expériences, les attitudes des utilisateurs des techniques à la communication déjà sur le marché, ainsi que celles de leurs proches et des orthophonistes qui en font la programmation. On voulait aussi établir un partenariat des lignes directrices pour le développement d'une aide à la communication intelligente qui répondrait aux besoins des parties prenantes. Alors, je passe la parole à Nancy. Merci Eva. Donc maintenant, je vais vous parler des groupes de discussion que nous avons tenus justement pour venir essayer de répondre aux questions. Donc, nous avons tenu 2 groupes de discussion. Les 2 groupes étaient avec des personnes aphasiques ainsi que leurs proches, mais un a eu lieu en français et l'autre en anglais. Donc, en total, nous avons 10 personnes qui ont participé à ces groupes, donc 5 par groupe de discussion. Dans le groupe tenu en français, nous avions 3 personnes aphasiques et 2 proches, donc un couple et 3 personnes venues seules. Et dans le groupe anglais, nous avions 2 personnes aphasiques et 3 proches, donc 2 couples et un individu qui est venu seul. Et donc, on leur a demandé certaines questions et au préalable, on savait qu'on avait des personnes qui utilisaient des aides techniques à la communication et d'autres qui les utilisaient pas ou qui en avaient pas. Donc, on leur a demandé différentes questions. Donc, à ceux qui avaient une aide technique ou qui en avaient eu une dans le passé, on voulait savoir et connaître leurs opinions et leurs expériences qu'ils avaient vécues avec ces aides techniques à la communication. Mais aussi, parmi celles qui n'en avaient pas, on voulait savoir pourquoi. Donc, quelles étaient les raisons pourquoi elles les utilisaient pas et c'était quoi leurs besoins en matière de communication. Donc, ici, vous avez quelques questions qui leur ont été posées. Donc, connaissez-vous ça, une aide à la communication? Qu'est-ce que c'est pour vous, une aide à la communication? Quelles sont vos expériences avec les aides à la communication? Et on leur a demandé de rêver. Donc, que voudriez-vous que votre aide ou qu'une aide qui existe peut-être pas encore, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle puisse faire pour vous qu'elle fait pas maintenant? Donc, on a mis les 2 groupes de discussion ensemble. Donc, le discours a été enregistré et par la suite, nous l'avons transcrit. Ces transcriptions ont été codées et analysées thématiquement par 2 chercheurs et on a utilisé une analyse qualitative de contenu. Quand on a eu des déclarations qui étaient peut-être ambiguës, on les a résolues par consensus tout ensemble avec tous les membres de l'équipe pour être certain qu'on comprenait bien ce que chaque membre voulait dire. Et on a fait une analyse thématique qui nous a permis d'identifier 4 thèmes principaux. Donc là, je vais passer à travers ces 4 thèmes avec quelques exemples. Donc, le premier thème qui est ressorti, c'est vivre et communiquer avec l'aphasie. Donc, les personnes nous ont beaucoup parlé de c'était quoi leurs observations, leurs expériences de communication en présence d'aphasie. Et ça des 2 parts, donc de la part de la personne qui vit avec l'aphasie, mais aussi de leurs proches.
Donc, pour vous donner un peu un exemple des sous-thèmes qui sont ressortis de ce grand thème, ils nous ont parlé d'expériences de difficulté à trouver des mots, mais aussi toutes les émotions négatives qui sont associées, donc la frustration, des fois la colère. Donc, ils ont parlé de ça. Euh, Ils ont parlé de leur expérience lorsque la personne aphasique a besoin de comprendre quelque chose, comment ils s'y prennent. Ils ont parlé beaucoup de stratégies de communication en couple, comment ils s'en sortaient ensemble pour se faire comprendre entre couples. Et aussi, ils ont parlé de quand la personne aphasique communique avec d'autres personnes, euh, y compris des personnes étrangères, ou quand ils n'étaient pas à la maison. Donc, beaucoup de leur vécu. Donc ici, je vous donne juste un exemple. Une patiente, une personne avec aphasie qui nous a dit aussi lentement, parler lentement, c'est mieux pour moi pour comprendre mieux. Donc pour elle, c'est important que que les gens lui donnent assez de temps pour parler, pour qu'elle puisse se faire comprendre. Donc un exemple de leur expérience vécue. Pour le deuxième thème, ils nous ont parlé de comment ils arrivaient pour avoir une communication réussie avec l'aide technique à la communication. Donc, c'était des expériences, des observations que nous ont partagées de communication qui avaient été réussies grâce à l'aide de leur aide technique. Et ici aussi, nous avons des sous-thèmes associés à ce thème. Donc, ils nous ont parlé des voies de la communication en utilisant une aide technique. Donc, quand ils étaient en couple ou quand ils étaient en famille, donc ils utilisaient leur aide technique. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils utilisaient pas toujours de la façon dont on en aurait pensé. Donc, ils étaient très habiles à aller contourner les limites certains d'entre eux étaient très habiles à contourner les limites de leurs aides à la communication pour se faire comprendre. Ils ont aussi parlé des mêmes thèmes, mais quand ils parlaient avec des personnes étrangères. Et là, c'était un peu plus difficile. Et ils nous ont parlé des avantages que eux, ils voient de l'utilisation d'une aide technique. Donc ici, je vous donne un exemple d'une personne qui était quand même assez habile, qui voulait communiquer, qui avait essayé de parler, ça fonctionnait pas. Donc cette personne, je vais vous la lire en anglais, puis je vais la traduire par la suite. Donc, c'est l'approche aidant d'un patient qui nous conte l'histoire, qui nous dit, this person finds a way because they called our daughter a little while ago and was trying to tell her something on the phone, but the phone, it's difficult. Lui, il dit, yeah, for me, I can't, so I can't. Puis c'est frustrant pour lui de parler au téléphone. Puis là, la conjointe nous dit, oui, yes, but then they texted her and then it worked better. Donc, en effet, ce qu'il nous dit, ce qu'elle nous raconte, c'est que la personne avec aphasie avait essayé de téléphoner leur fille, mais une conversation au téléphone, pour lui, c'est très difficile. Il n'a pas réussi. Il lui-même le dit, oui, I can't, c'est frustrant pour lui, il n'est pas capable, mais il est parvenu à la texter. Donc, il lui a envoyé un texto au lieu, et là, ça a fonctionné mieux. Est-ce que c'était à 100%? Non, mais il a quand même réussi à partager son message avec la fille. Donc, c'était quand même un exemple de communication réussie. Donc, pour le troisième thème, maintenant, c'est l'inverse, bien. Donc, ils nous ont parlé de difficultés techniques à la communication. Donc, des exemples où ça fonctionne moins bien. Donc, des exemples, les sous-thèmes. Donc, ils nous ont parlé d'insatisfaction à l'utilisation pour communiquer avec d'autres personnes, y compris des étrangers. Mais en plus, ils nous ont partagé qu'ils aiment pas beaucoup utiliser leur aide à la communication en dehors de la maison. Donc, entre familles, entre amis, avec des personnes qui connaissent, peut-être, oui, ils vont l'utiliser, mais il y a un certain malaise à utiliser leur aide à la communication avec des personnes qui connaissent pas. Ils nous ont parlé aussi d'une disparité entre les besoins qu'ils ont et ce que la technique peut leur fournir. Donc, ils ont certains besoins qui sont pas comblés. Et aussi,
des limitations de la conception générale de l'aide technique. C'est trop grand, c'est trop lourd, ça porte trop d'attention à le fait que j'ai une aphasie. Donc, ici, un exemple, c'est un proche qui nous raconte l'expérience d'une personne aphasique, qui nous dit, ah ben, la personne a une tablette depuis à peu près un mois, mais il y a beaucoup de difficultés à s'en servir parce qu'il n'est plus capable de lire ni d'écrire. Parler, ça commence à être difficile. Donc, comme une autre personne aphasique avait dit, c'est là, dans la tête, mais ça se rend pas. Donc ici, c'est clair que la personne a un besoin de communication, la personne veut parler, mais à cause des limitations qui sont associées à l'aphasie, la personne n'est pas capable d'utiliser l'aide à communication qui lui a été fournie. Et maintenant, pour le quatrième thème, il y a une coquille. Ils nous ont parlé de leur opinion, de leur attente à l'égard d'une aide technique à la communication. Donc, c'est ici qu'on leur a demandé de nous partager ce qu'ils en pensent, de ce qui existe, mais aussi de nous partager ce qu'ils aimeraient qu'une aide technique à la communication puisse faire pour eux. Donc, ici, ils nous ont parlé des opinions positives, aussi des opinions négatives au sujet de l'aide à la communication, puis ils nous ont partagé beaucoup de souhaits de développement, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir ou voir dans une aide à la communication, puis on va en revenir, on va vous en parler plus en détail, mais ici, juste pour vous donner une petite exemple, une énoncé, la personne a été demandée s'ils utilisaient l'aide technique ailleurs qu'avec leur conjoint, ou à l'association des personnes aphasiques, la personne a répondu non. Ni au restaurant, ni au dentiste, parce que la personne dit non, je parle moi. Donc, c'est pas clair si c'est parce que si l'aide à communication était pas très efficace pour elle, ou c'est juste parce qu'elle préférait parler dans certaines circonstances. Donc, quelques conclusions rapides. On a constaté que le problème de manque de mots a vraiment été identifié comme la principale source de difficultés de communication et la principale raison pour laquelle les personnes aphasiques avaient besoin de soutien à la communication, ce qui était pas exactement surprenant, mais ce qui nous a surpris, c'est à quel point nous en avons reparlé et reparlé dans les deux groupes de discussion. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand ils nous ont souligné les caractéristiques qu'ils aimeraient avoir pour favoriser l'adoption d'une aide technique, on s'est rendu compte qu'une taille unique ne convient pas à tous. Les personnes aphasiques sont différentes, leurs besoins sont différents et donc les aides à la communication, eux aussi, doivent être différents. Je vais passer rapidement à travers ce qu'ils aimeraient avoir. Donc, que ce soit personnalisé en fonction du profil de l'utilisateur, de leurs intérêts, de leurs activités, de leur rôle de la vie. Donc, que ce soit vraiment pour eux. Que ce soit polyvalent et dynamique, qui puisse changer avec le temps et refléter leurs changements. Que ce soit organisé par mots en fonction du sujet de conversation et non par catégorie sémantique, ce qu'on voit surtout maintenant dans les aides techniques, que ça puisse répondre aux difficultés en matière de recherche de mots, peut-être en agissant comme un indice ou en offrant une fonction comme une prédiction de mots, qu'ils puissent identifier et corriger des erreurs qui sont commises, qui puissent utiliser des phrases courtes et simples, mais pour la saisie d'informations, aussi pour la production, inclure des images, des pictogrammes, avoir la possibilité de choisir la vitesse de production vocale et avoir plusieurs choix de voix et d'accent, plusieurs options, voix homme, voix femme, pas une seule option. Être légère, petite tête, tenir compte du fait que la personne handicapée peut souffrir en plus d'une parésie ou soit d'une parésie ou d'une paralysie d'un membre supérieur et être programmable pour être utilisé comme un outil de réadaptation, donc être polyvalent. Donc, en plus, la troisième conclusion qui est ressortie, c'est que oui, c'est bien d'améliorer ces aides techniques, mais aussi, il faudrait
qu'une formation soit offerte aux partenaires de communication parce qu'on se rend compte que c'est la personne qui est sur le terrain avec eux qui leur aide à utiliser leur leur aide à communication. Fait que c'est beaucoup plus facile quand le proche comprend comment utiliser l'aide. Et aussi, il faudrait sensibiliser le public à l'impact que l'aphasie peut avoir sur la vie quotidienne. Euh, pour qu'ils comprennent exactement c'est quoi le vécu, puis pour qu'ils puissent être patients avec eux et mieux répondre à leurs besoins. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est avec ces conclusions, on va les mettre ensemble avec les résultats qui sont à venir d'un autre groupe de discussion qu'on a tenu, qui a été composé d'orthophonistes. Et tout ça, on va essayer de tout ça mettre ensemble pour créer un nouveau prototype d'une nouvelle aide à la communication. Donc là, je repasse la parole à Eva pour terminer. Merci. Alors, les prochaines étapes, Nancy a mentionné que lors du groupe de discussion, nous avons demandé, entre autres, aux personnes aphasiques de rêver. Rêver, c'est une caractéristique inhérente de la recherche. Alors, dans nos rêves, ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on aimerait voir, c'est concevoir et créer un prototype d'application d'aide à la communication intelligente qui répondra en temps réel aux difficultés éprouvées par la personne pour trouver les mots, en écoutant l'utilisateur pendant qu'elle parle, à l'aide de la reconnaissance vocale, et en utilisant le IA pour prédire et suggérer même des mots qui correspondent à la situation de la personne et au contexte de la conversation. Un peu comme le prédicteur de mots sur une téléphone intelligente. Alors, comment créer quelque chose comme ça et quels sont les défis à relever? Certainement, il faut un algorithme capable de comprendre le discours des personnes aphasiques et aussi un algorithme capable de prédire les mots appropriés dans un contexte. Nous avons travaillé, poursuivons avec IBM et aussi en collaboration avec le Aphasia Bank, où il existe des données, de grandes bases de données, larges bases de données de langage aphasique. Parce que vraiment, il faut beaucoup de données pour pouvoir arriver à des algorithmes. Alors, pour faire tout ça, une chose est certaine, il nous faut une approche intersectorielle. Et c'est là où l'importance du travail en collaboration. Les professionnels de la santé qui sont en contact direct avec les personnes aphasiques et les proches, qui connaissent, qui comprennent la réalité des personnes aphasiques et de leurs proches. Il faut aussi les personnes aphasiques et leurs proches qui ont l'expérience vécue avec les aides techniques à la communication. Certainement, il faut les chercheurs qui ont les connaissances et les industriels qui nous amènent les nouvelles technologies, le réalisme de la faisabilité technique et le déploiement. Les défis d'une approche intersectorielle. Établir un langage commun. Ceci était notre but et objectif primaire quand nous avons commencé. Concilier les rythmes de la recherche, de la clinique et du secteur industriel, et aussi, finalement, passer de l'innovation à la mise pratique. Alors, avec ça, Nancy, le prochain diapo, s'il te plaît. Voilà, nous vous disons merci beaucoup et nous pouvons passer aux questions. Merci. Fait que là, tout ce qui reste, c'est quand tout ça va être fait, vous allez revenir vers nous pour qu'on puisse faire des tests en milieu de vie réel avec cette nouvelle outil-là. Dites-les, on est là, on va être là. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Donc, c'est le temps de passer à la période de questions. Comme je disais tantôt, je vous invite à lever la main, utiliser l'espace de discussion de questions-réponses pour poser vos questions. En attendant qu'il y en ait, parce que pour le moment, il n'y en a pas. Moi, j'en ai une. Moi, je suis formée
en sociologie, donc j'en ai fait quand même quelques-uns, le groupe de discussion. En des discussions avec des personnes aphasiques, là, considérant qu'il y a une difficulté au niveau de la communication, ça représente quoi comme défi? Go ahead, Nancy. Moi aussi, d'accord, ben je vais commencer. En premier lieu, on s'est dit qu'on peut pas faire ça sans les personnes aphasiques. Fait qu'on va essayer de tout mettre en place, les conditions les plus favorables pour pouvoir avoir vraiment le input des personnes aphasiques et de leurs proches. Donc, on a organisé des petits groupes, 5 personnes. On a aussi invité, dans la mesure des possibles, que les personnes puissent venir en couple. Donc, c'est clair que c'est plus facile à discuter quand il y a 2 personnes qui racontent ensemble. Euh, et on a posé des questions qui étaient quand même simples. D'avoir la personne qui mène le groupe de discussion. Cette personne était justement une orthophoniste qui avait beaucoup d'expérience, de mener des groupes de discussion, mais aussi de travailler avec des personnes aphasiques. Donc, elle leur donnait le temps de répondre. Euh, des questions qui étaient simples à répondre. Et c'est clair que des fois, les réponses étaient un peu difficiles. Donc, beaucoup de est-ce que c'est comme si, c'est ça, est-ce qu'on vous comprend bien? L'opportunité de dire oui, oui, c'est ça ou non, c'est vraiment pas ça. Donc, je crois, et juste avoir comme un endroit qui était tranquille. Et quand tout le monde autour de la table vit la même situation, c'est plus facile. Donc, les gens se comprenaient et s'entraidaient. Et ça, ça a beaucoup amené à parler justement parce que les gens, tu sais, que quelqu'un disait quelque chose, puis certains disaient, ah oui, oui, c'est vrai. Puis, donc, c'était pas simple, mais c'était quand même, on l'a bien vécu. On a aussi gardé la session assez courte. Donc, on avait vraiment on a pensé à l'avance vraiment qu'est-ce que c'est l'essentiel qu'on voulait savoir, puis on a posé ces questions et seulement ces questions-là. Je sais pas, Eva, si tu as Moi, d'autres. j'aimerais juste renforcer l'importance pour nous d'avoir une orthophonie, 2 orthophonistes en fait, lors de chaque groupe de discussion. Vraiment, leur apport était primordial Hmm. pour ces groupes de discussion. Parfait. On a une question. On dit merci pour la présentation d'un projet vraiment intéressant. Quelles sont les embûches de travailler avec les partenaires de l'industrie dans ce contexte? Mais le dernier diapo que j'ai présenté justement, là, on parlait tout d'abord de l'importance d'établir un langage commun. Alors, il faut avoir une vision commune et un langage commun. Je dirais dans notre cas, l'autre chose qui était vraiment très importante, c'était le fait que les représentants de IBM étaient là. Ils ont participé dans le groupe de discussion. Alors, pour eux, c'était un premier de voir des personnes aphasiques, de les écouter. Alors, c'est là, ils ont vraiment compris, et c'est ce qu'ils ont dit eux-mêmes aussi, combien ils ont apprécié apprendre et comprendre ce que c'est l'aphasie, parce que vraiment, ça a donné la raison d'être, si vous voulez, de ces algorithmes qu'ils sont en train de créer. Donc, on voit qu'il y a vraiment eu un effort dans le projet là, d'impliquer toutes les parties prenantes pour une co-construction jusqu'aux personnes qui sont plus du niveau technologique. Là. C'est bien, c'est bien. Une autre question. Merci pour cette recherche importante. C'est un bel exemple pour mes propres projets. En ce qui a trait aux stratégies pour les entrevues, y a-t-il une place à donner au langage corporel ou bien à offrir d'autres outils pour communiquer autrement, le dessin, les objets physiques? Oui, oui, je peux répondre. Oui, donc nous, on a invité les personnes qui avaient une aide à la communication, les apporter avec eux, juste pour qu'on puisse voir un peu comment qu'ils les utilisent. Ils les ont très peu utilisés, ce qui nous a surpris un petit peu aussi. Donc, oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de langage
physique qu'on a remarqué, ce qui a été un peu un enjeu pour coder quand on a fait la transcription. Si vous voyez la transcription, on a ce qui a été dit et où ils ont pointé, comment ils ont réagi, à quoi ils référaient quand ils pointaient à quelque chose, parce qu'il y a beaucoup, comme c'est clair, surtout une personne qui a une aphasie non fluente, il y a très peu de mots des fois qui sortent, mais il y a beaucoup d'informations qui sortent. Donc, on a pris en compte toutes ces informations qu'on pouvait voir. Et entre autres, on était plusieurs à prendre certaines notes qui nous ont servi à alimenter cette transcription. Donc, c'était pas seulement une transcription verbale. Il y avait aussi les proches, certains proches qui étaient là. Alors, on avait des couples et parfois le partenaire ajoutait ou expliquait justement parce qu'ils s'entraidaient. Oui. C'est presque, si c'était à reproduire, peut-être que filmer les groupes plutôt que les enregistrer pour avoir peut-être un peu plus d'informations, ça aurait été une belle option. J'ai une autre question. Merci pour la présentation. Dans les groupes de discussion, est-ce que les participants avaient de l'expérience avec les aides techniques? Donc, on a un peu répondu parce que effectivement, il y en a, vous avez dit qu'ils les ont amenés. Ou est-ce que vous leur avez présenté ce qui était possible? Est-ce qu'il y a eu d'autres présentations? Parce qu'on se demande si ça a eu un impact sur les réponses. Donc, oui. Donc, certains avaient une aide à la communication, certains non. Donc, quand Eva vous a dit qu'on avait 2 orthophonistes, donc la deuxième orthophoniste, elle était une spécialiste en aide à la communication. Donc, elle a apporté quelques modèles qui étaient disponibles, qu'elle avait avec elle. Donc, pour certains qui connaissaient pas vraiment les aides techniques, ça a été aidant. Et aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on compte pas nécessairement comme une aide technique qui l'est devenu. Donc, je parle des téléphones, des tablettes que les personnes avaient eux-mêmes, qu'ils utilisaient pour soit parce qu'ils avaient des logiciels dédiés comme aide à la communication, ou soit qu'ils utilisaient juste le prédicteur de texte dans l'application de texto mobile. Donc, une chose qui m'est ressortie, c'est on avait un couple qui était très réticent, surtout le conjoint. Il était très réticent, il se disait, ah, mais si ma conjointe se met à utiliser toutes ces technologies, elle n'arrivera jamais à parler par elle-même. Et les partis, tous les deux sont partis en disant, bon, il y a de la place pour les deux. Il y a de la place pour pouvoir parler, mais il y a de la place aussi pour pas toujours être stressé et avoir la difficulté à communiquer. On a un téléphone intelligent, pourquoi on ne l'utiliserait pas pour aider? Comme lui disait, tout est là, mais ça sort pas là. Peut-être c'est aidant d'avoir un prédicteur de texte. Puis ils sont partis, avec une idée d'une application et je crois qu'ils se sont même fait un rendez-vous avec l'orthophoniste. Donc, c'était quelqu'un au préalable qui disait absolument pas, c'est horrible, qui est sorti en disant, ah, j'aimerais vraiment en connaître plus, puis je pense que ça pourrait prendre une place dans notre vie. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Ben justement, on a une question de quelqu'un qui demande comment convaincre certains aphasiques réticents à la technologie. Doit-on la référer à un orthophoniste? Je pense que justement, là, oui, effectivement, mais aussi d'être en contact avec plusieurs modèles, de se faire exposer à ce qui existe, ça doit être aussi une partie de la réponse. Là. Exactement. Ils doivent voir, c'est ce qu'on a vu, que ayant vu et touché, si vous voulez, entre guillemets, ils ont été convaincus. Et bien évidemment, avoir un soutien d'une orthophoniste ou d'un orthophoniste, c'est primordial, ça aussi. Super. J'ai un commentaire de quelqu'un qui aurait peut-être un participant à une recherche à vous proposer. Je vais le garder pour plus tard. Je vous enverrai les infos après. On va se concentrer sur les questions. Est-ce que les personnes aphasiques participant au groupe avaient seulement un manque de mots ou bien certaines étaient-elles aussi des paraphasies, néologismes, jargon? Vous comprenez? C'est parfait. Oui. Vas-y, Eva. Non, ce n'était pas juste un manque de mots, bien que c'était le problème primaire qu'il soulevait.
Mais il avait aussi, il avait d'autres troubles du langage, des paraphasies, presque certains. Je ne me rappelle pas des néologismes ou du jargon, mais Un peu, oui, les, un on avait un monsieur qui avait une un monsieur, aphasie fluente justement, qui a été difficile à transcrire justement parce qu'il partait différentes. ouais. Ouais. C'est ça. Souvent, ce qu'on cherchait, c'était vraiment, on focusait plutôt, même si ce n'est pas comme ça qu'on a recruté les participants, mais on focusait sur les aphasies non fluentes qui sont le plus difficiles, où les gens ont vraiment beaucoup de difficultés à communiquer. D'habitude, il n'y a pas du jargon ou autant de jargon dans les aphasies non fluentes, mais on en avait quand même une personne. Excellent. J'ai une autre question, puis moi j'en ai une, je sais pas si je la passe avant ou je vais faire celle du public, puis après ça, moi j'en ai une question. Celle du public. Est-ce que selon vous, quelqu'un qui parle plus d'une langue qui devient aphasique, on devrait prioriser la langue maternelle à la base ou pas nécessairement? Et ça, c'est la question qui arrive, qui très très souvent quand nous avons des patients bilingues ou multilingues, il n'y a pas une réponse certaine. Certains patients vont récupérer leur langue maternelle plus que la langue seconde. D'autres vont récupérer la langue seconde plus que la langue maternelle. Il y a plein de facteurs qui jouent. Âge d'acquisition de la langue, euh, la langue de l'éducation, ça c'est un facteur très très important. La langue qui est parlée dans la maison, avec le partenaire ou la partenaire. Il y a plein de facteurs qui jouent. Alors, c'est là où aussi, pas juste là, mais aussi où les orthophonistes ont un rôle primordial pour faire le dépistage, l'évaluation et voir quelle est la langue qui est plus préservée et travailler peut-être avec cette langue, même si il existe des études qui disent on travaille avec le deux langues de la personne ou le trois langues. Il y a toute une littérature autour de ce thème. Donc, ce que je comprends, c'est que ça dépend, c'est du cas par cas, ça va dépendre de la personne. Okay. Oui. Ma question, elle va peut-être rejoindre celle qui vient d'apparaître dans le chat. Moi, on a parlé brièvement d'intelligence artificielle tantôt dans la présentation. Je me demandais quel rôle est-ce que l'intelligence artificielle peut jouer là, s'il y en a un dans la réadaptation en aphasie, puis la personne là justement là dans le public elle demandait s'il y avait des développeurs en intelligence artificielle d'IBM qui avaient été interpellés. Fait que si vous voulez répondre les deux en même temps, c'est quoi le rôle de l'intelligence artificielle s'il y en a un dans la réadaptation, parce qu'il y a des gens qui sont interpellés déjà. Oui. Veux-tu parler, Nancy? Oui, tu peux commencer. Donc, oui, absolument. Oui, moi, je pense qu'il y a absolument un rôle. On parle beaucoup de ChatGPT, de tous les grands modèles de langage qui existent maintenant. Je crois qu'ils seront très utiles. Le hic maintenant, c'est que ces modèles reconnaissent pas le langage aphasique, ni le discours aphasique. Donc, c'est là, je crois, où il faut travailler plus. Donc, ces modèles-là sont développés avec des grandes bases de données de paroles et de langage, d'écriture, etc. Mais c'est pas du langage aphasique. Donc, quand vient le temps d'utiliser ces modèles, ils n'arrivent pas, à comprendre. Donc, ils n'arrivent pas à prédire euh, qu'est-ce qui pourrait venir. Donc, c'est là où est l'enjeu. C'est là où on essaie nous-mêmes avec les données qu'on met ensemble, qui sont clairement beaucoup plus restreintes de ce qui existe dans les gros modèles. Mais on essaie de le faire à petite échelle pour voir est-ce que c'est possible. Donc, c'est là où il faut s'en aller pour que ça soit utile, pour que ça soit utile comme outil de communication, comme outil de réadaptation.
Donc, Eva, je sais pas si tu veux ajouter. Oui, moi, ce que je suggérerais, c'est de mettre, si tu veux, sur le chat le, euh, la référence de notre étude de portée qui pourrait intéresser les gens qui sont intéressés dans l'utilisation de IA et la réadaptation. Les modèles, peut-être j'ajoute à ce que tu viens de dire, les modèles qui existent, ils ont pu, certains d'entre eux, faire une évaluation, pas une évaluation, mais plutôt un dépistage de type d'aphasie. Mais ils n'ont pas encore réussi à aller au-delà de ça. Et justement, c'est ce que Nancy vient de dire, de prédire, de pouvoir aider d'une autre façon en interprétant la parole aphasique. Puis c'est sûr que, puis là, c'est un peu ce que les commentaires qu'on a dans le public, c'est oui, ça serait aidant, l'intelligence artificielle, mais il y a des enjeux, normalement, notamment éthiques, là, comme c'est mentionné en termes de confidentialité, probablement d'avoir quelque chose qui écoute c'est toujours la personne aphasique et ses proches. Fait que c'est peut-être une bonne voie, mais on n'est pas, c'est à développer. Puis la question de la personne. Et il faut aussi, pour tout ça, on travaille pas seul avec l'industrie. L'apport des cliniciens, des personnes aphasiques, on travaille tous ensemble, justement pour éviter des situations qui deviennent difficiles ou oui. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent en IA déjà dans l'équipe d'IBM? Je sais pas si tu l'as dit. Oui. Okay. Oui. Parfait. Oui, mais pas en aphasie avant qu'ils nous connaissent. OK. C'est que c'est nouveau, donc ils apprennent eux aussi. Oui, c'était toute une courbe d'apprentissage.